Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les présidents, les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux aujourd'hui, Madame la ministre, d'engager cette journée en votre présence sur le thème, le contexte territorial et ses impacts sur la politique des ressources humaines, des collectivités et des centres de gestion. Merci d'avoir pris de votre temps pour être à nos côtés ce matin. C'est aussi le signe de l'attachement que vous portez à nos établissements, première structure mutualisatrice qui accompagne l'ensemble des collectivités au quotidien et plus particulièrement les plus petites d'entre elles. Madame la ministre, je souhaite profiter de cette tribune pour vous témoigner toute notre reconnaissance pour votre écoute. J'ai eu l'occasion très récemment, c'était la semaine dernière, de vous rencontrer et de vous présenter nos actions et propositions. Je sais que vous saurez entendre nos préoccupations concernant l'évolution de la scène publique locale. Je tiens également à saluer la présence de Françoise Descamps-Cronier, qui a joué un rôle prépondérant comme rapporteur à l'Assemblée nationale sur la loi de 2016, qui a donné une assise beaucoup plus importante encore au centre de gestion. Merci Françoise. Ces dernières années, les contraintes pour les collectivités locales sont encore plus lourdes. Réforme territoriale, dotation revue à la baisse, exigences affichées de maîtrise salariale. Ces transformations affectent nécessairement les collectivités territoriales ainsi que le travail et le parcours professionnel des agents publics locaux. Les centres de gestion se sont imposés comme des interlocuteurs indispensables dans un contexte institutionnel en pleine évolution. Ils prouvent leur capacité d'adaptation. Ils représentent également un repère pour les collectivités et les établissements, et par là même un moyen de mutualisation vers lequel tous les affiliés et les non-affiliés se tournent. Toutes mutualisations sont devenues plus que jamais indispensables. Toutefois, l'évolution du bloc local a un impact certain sur les CDG, que ce soit en termes d'évolution des périmètres, d'organisation et de compétences. Depuis une dizaine d'années, les centres de gestion ont considérablement été renforcés. Les textes législatifs et réglementaires, mais également les réalités locales, les ont conduits à étendre le champ de leurs compétences, de leurs services, la demande des collectivités étant de plus en plus pressante. En effet, les centres de gestion exercent, depuis 2012, une dizaine de nouvelles missions, à coût constant, dont tout récemment la fonction de référent déontologue ou encore l'accompagnement des personnalisés pour les réorientations professionnelles. Ils sont également, les centres de gestion, des acteurs de l'innovation et se lanceront dès l'année prochaine dans l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire. 70 centres de gestion ont accepté de se lancer dans cette expérimentation sur la médiation. L'exercice de nos missions répond à la nécessité d'une optimisation collective mutualisée des ressources humaines. Les discussions menées avec les collectivités, leurs besoins croissants d'expertise dans un contexte budgétaire contraint, font apparaître que les centres de gestion sont incontournables pour l'exercice de ces nouvelles missions comme pour celles qu'ils développent de longue date. L'exercice de certaines compétences par les CDG permet une simplification des démarches. Les collectivités sont dégagées de la lourde technicité de leurs actes. Les services mutualisés des centres de gestion permettent de sécuriser juridiquement les procédures et les actes élaborés pour les collectivités. Le centre de gestion joue
le rôle de tiers de confiance auprès des collectivités et de leurs agents. Dont la plus-value des prestations réalisées, il permet également une optimisation des coûts obtenus avec l'effet de masse et de mutualisation. Cette journée d'information sera l'occasion d'évoquer plusieurs questions. Quels sont les impacts de la réforme territoriale et de la baisse des dotations sur les politiques de ressources humaines des collectivités? Quels seront les enjeux à appréhender en matière de GRH, mais également les leviers et des marges de manœuvre disponibles dans le contexte des axes de réforme envisagés dans le cadre du projet Action publique 2022? Quels sont et quels seront les impacts sur les centres de gestion, tant en termes d'organisation que de services sollicités? Comment répondre aux nouveaux besoins des collectivités et conjuguer proximité et efficacité? Telles sont les questions, les quelques éléments introductifs dont je souhaitais vous faire part. Je remercie bien sûr l'ensemble des intervenants et l'animatrice Clarisse G pour leur implication et leur contribution à faire de cette journée un succès, puisqu'il y aura 2 tables rondes, une ce matin et l'autre cet après-midi. Avant de vous céder la parole, Madame la Ministre, je souhaite une nouvelle fois vous remercier de votre présence parmi nous, ce qui est le signe de l'attachement que vous avez toujours porté dans vos différentes fonctions pour la défense des collectivités locales dans le paysage public que nous connaissons. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Michel Iriart, Mesdames et Messieurs les présidents des centres de gestion, vous permettez, ma chère Françoise, et puis je salue bien sûr le président du centre de gestion de Loir-et-Cher. Je ne vais pas citer tous les départements, mais vous comprenez que je fasse un petit clin d'œil à mon président départemental. Je suis très heureuse de passer quelques instants avec vous en cette journée importante de congrès des maires et en parallèle de votre réunion des centres de gestion. Comment dire les choses? Vous l'avez dit, Monsieur le Président, j'ai toujours été attentive, bien sûr, au centre de gestion, que ce soit quand j'étais aux côtés de Françoise, vice-présidente de l'AMF, et que Françoise s'occupait particulièrement, bien sûr, de la fonction publique, en tant que sénatrice, bien évidemment, et maintenant, je dirais, en tant que ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Même si la fonction publique est du côté de Bercy, mais nous avons le regard, je dirais, collectivité territoriale, puisque vous savez que les collectivités territoriales dépendent, bien sûr, du ministère de l'Intérieur. Et vous connaissez la DGCL, l'administration du ministère de l'Intérieur, dont les élus connaissent parfaitement le fonctionnement. Alors bien sûr, les centres de gestion sont, comment dire, les acteurs de premier plan pour les collectivités locales, aux côtés des collectivités locales, et vous êtes vous-même des élus qui gérez bien sûr les centres de gestion. Alors, vous avez insisté dans votre introduction sur le mot mutualisation, car évidemment, les centres de gestion sont les héritiers, bien sûr, de la logique de mettre en commun pour mieux gérer comment dire, les affaires des collectivités territoriales. Et au fond, on pourrait dire qu'on est dans la logique, la même logique quand on parle d'intercommunalité, c'est-à-dire qu'on regroupe nos moyens pour faire ensemble et pour faire mieux ce qu'il est difficile de faire tout seul. Et vous avez évoqué, bien évidemment, à l'instant, en disant qu'au fond, les charges, ou les tâches, plus exactement, qu'assument les centres de gestion permettent
aux collectivités, si je puis dire, de vivre, entre guillemets, tranquille. C'est-à-dire que vous assumez pour les collectivités un certain nombre de tâches très importantes. Les collectivités ont donc besoin de vous et elles vont continuer, j'en suis sûre, à faire appel à votre accompagnement en matière de ressources humaines. Alors bien sûr, tout le monde sait, je ne vais pas devant vous les spécialistes parler des recrutements, des mobilités, des fiches de poste, les développements d'outils d'harmonisation des temps de travail, la rémunération, le régime indemnitaire, la procédure de gestion des emplois et des compétences. Enfin bon, vous connaissez tout cela par cœur. Je voudrais aussi, bien sûr, rappeler aussi le recours à l'assistance juridique, qui est quelque chose qui est très important, en particulier pour les plus petites communes, qui n'ont pas les moyens en interne d'avoir cette assistance juridique. Et puis, je voudrais bien sûr vous féliciter pour deux choses. La première, c'est la mise en place de la médiation. Je crois que c'est très important. Vous m'avez expliqué l'autre jour que je crois près de 70 départements se sont engagés, ce qui est une belle réussite. Et puis aussi la mise en place de votre GIP, qui est quelque chose aussi qui est une avancée dans votre organisation. Alors peut-être vous dire quelques mots sur les grandes lignes de la politique en direction des collectivités territoriales qui va être développée, qui a déjà été annoncée. Mais je me permets, Monsieur le Président, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'on était dans un contexte difficile, et c'est vrai, c'est pas parce qu'il y a eu changement de gouvernement que tous les problèmes de la France ont disparu et se sont envolés. Et on sait très bien, évidemment, que le problème numéro 1 de notre pays, c'est l'endettement de notre pays et les engagements que nous avons pris dans le cadre européen de ne pas dépasser un endettement au-delà de 3% du PIB national. Et que donc, les gouvernements successifs ont essayé évidemment de résoudre ce problème. Peut-être vous dire tout de même une chose, n'est-ce pas, ou deux ou trois, avant, je ne veux pas vous faire un long discours, mais peut-être vous dire que le gouvernement actuel a décidé plusieurs choses fondamentales. La première, qui je pense vous intéressera directement, c'est qu'il n'y aura pas de réforme territoriale pendant le quinquennat. C'est-à-dire que le gouvernement actuel considère qu'il y a eu suffisamment de réformes ces dernières années. Vous savez très bien, hein, je ne reviens pas dessus, mais la modification du périmètre des régions, la modification des compétences également des régions, les intercommunalités avec les schémas départementaux d'intercommunalité qui ont beaucoup évolué. Évidemment, tout ça avait des répercussions directes sur le centre de gestion. Donc, pas de grande réforme territoriale. Je ferai simplement une précision, sauf pour la métropole de Paris. Et je dirais que ça n'est pas un problème en soi, d'ailleurs, parce que tout le monde réclame qu'il y ait, quelles que soient les forces politiques et les élus de la métropole de Paris, tout le monde demande à ce qu'il y ait une réforme parce que, disons-le tout simplement, ce qui a été inventé ne fonctionne pas bien. Alors je ne dis pas que tout le monde est d'accord sur la solution par contre, hein. Mais en tout cas, il y aura une loi, nous légiférons sur la métropole de Paris. Sinon, bien sûr, ça ne veut pas dire que la France va rester statique pendant 5 ans, parce que si sur la volonté locale, il y a des évolutions, alors là c'est différent, c'est dans le cadre de la loi actuelle, c'est-à-dire si 2 communes ou 5 communes veulent faire une commune nouvelle, si 2 départements veulent fusionner. Je vais prendre un exemple concret. En ce moment, je sais qu'il y a, je ne sais pas s'il y a des représentants de ces départements ici, des discussions entre la Charente et la Charente-Maritime qui
qui ont lieu. Je ne sais pas si ça aboutira, mais en tout cas, je sais qu'il y a une véritable discussion qui est avancée. Et puis la troisième chose aussi, peut-être pour être complète, c'est l'idée que dans les grandes métropoles françaises, à l'image de ce qui pourrait se faire dans la métropole parisienne ou ce qui s'est fait à Lyon, c'est-à-dire que sur les périmètres de métropole, il y ait au fond une prise de compétence des départements par la métropole. Bon, c'est une possibilité. La loi le permet aujourd'hui, il n'y a pas besoin de légiférer pour le faire, n'est-ce pas? Donc, il est clair que c'est sur la volonté locale que nous pouvons voir évoluer les choses. La deuxième chose que je voulais vous dire, vous avez dit plusieurs fois, Monsieur le Président, la baisse des dotations. Alors, je vais essayer de vous convaincre que c'est une période qui est nouvelle et qu'il n'y aura pas de baisse des dotations. Alors, après, je compléterai par le troisième point, baisse des dotations. Il n'y aura pas de baisse de la DGF. Le gouvernement a décidé d'arrêter, je dirais, ce qui s'est fait pendant 4 ans, qui était une manière de faire des économies. Il ne s'agit pas de faire de la politique politicienne pour dire c'était pas bien, etc. Mais en tout cas, on a vu que les prélèvements sur la DGF ont conduit tout de même à une baisse des investissements des collectivités locales. Bon. Donc, plus de baisse de DGF, c'est-à-dire que la DGF que vous toucherez l'année prochaine sera la même qu'en 2017. Bon, ça a été voté, c'est pas, vous avez suivi ça comme moi. La deuxième chose, c'est que il y a des dotations d'investissement que vous connaissez tous, la dotation d'équipement des territoires ruraux, notamment, et la deuxième dotation qui a été pérennisée, c'est-à-dire la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, sont maintenues, voire augmentées à 1,8 milliard au niveau national. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment, si vous voulez, une volonté de favoriser l'investissement local et de maintenir l'appui de l'État à un haut niveau. J'ajoute un petit détail qui est important, c'est qu'il n'y a plus de seuil pour la DSIL, comme ça existait dans les années précédentes, pour accéder à la DSIL. C'est-à-dire que même si vous avez un petit projet, il pourra être subventionné par la DSIL ou la DETR. Mais bon, et vous avez 2 outils, si je puis dire. Je n'oublie pas non plus la dotation, la DPV pour la ville, qui, elle aussi, est maintenue. Je terminerai en vous disant que cependant, n'est-ce pas, nous avons besoin effectivement de ne pas dépasser ces fameux 3%. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a parlé d'abord de 10 milliards, puis de 13 milliards. Alors il y a des gens qui discutent beaucoup sur le passage du 10 à 13, ça fait beaucoup de débats. Ce passage de 10 à 13, c'est le résultat du travail de la Cour des comptes qui a montré que la situation était plus grave qu'elle avait été analysée et prévue pendant, je dirais, les campagnes électorales. Bon. Et l'idée, comme vous le savez, c'est de demander aux collectivités, alors en contractualisant avec, disons, les 320 plus grandes, 319 comme on dit je crois aujourd'hui, mais ça peut être 320 ou 325, enfin le chiffre peu importe, c'est-à-dire les collectivités qui représentent l'essentiel de la dépense publique en France, à peu près 70%, et ensuite, évidemment, de donner une ligne de conduite aux autres qui restent, c'est-à-dire les milliers d'autres collectivités locales, pour essayer
alors vous avez entendu, de maîtriser la dépense publique, c'est-à-dire de maîtriser la dépense de fonctionnement des collectivités locales. Alors, un chiffre est sorti, c'est-à-dire 1,2%, ne pas dépasser 1,2% par rapport à l'année précédente. Je voudrais préciser tout de suite que naturellement c'est une moyenne et qu'il a été clairement dit que les contrats qui seront passés avec les grandes collectivités tiendront compte d'un certain nombre de paramètres. Par exemple, vous prenez, je sais pas, je prends Toulouse, qui voit des milliers d'habitants augmenter chaque année. On ne peut pas demander à Toulouse une progression des dépenses qui ne tiennent pas compte de la progression de la démographie. Quand vous avez une pression démographique, vous devez construire des écoles, vous devez embaucher des gens, des ATSEM, etc. Pour les écoles. Deuxièmement, il sera tenu compte des efforts faits précédemment. Il sera tenu compte des logements qui sont construits. Donc, dans la contractualisation avec les grandes intercommunalités, bien entendu, il sera tenu compte de la situation de chacune des intercommunalités. Je vais conclure en vous disant que, comment dire, c'est une méthode qui essaie de faire confiance aux collectivités territoriales pour maîtriser leurs dépenses de fonctionnement, pour essayer évidemment de dégager aussi pour faire de l'investissement. Car vous savez que les 3% du PIB, c'est calculé sur les dépenses de l'État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales, donc l'endettement. Donc voilà, résumé très rapidement, mais pour essayer de vous dire dans quel cadre évoluent au fond les collectivités territoriales, et avec une volonté d'essayer effectivement de développer cette confiance entre l'État et les collectivités territoriales. Alors on verra le résultat. Est-ce que ça va marcher? Parce que voilà, il faudra regarder si ça va marcher, si cette méthode marche. Et en tout cas, c'est essayer, de respecter et de limiter cet endettement, et de favoriser le développement et l'investissement des collectivités locales. Parce que derrière le développement et l'investissement des collectivités locales, c'est bien sûr remplir notre mission de service public pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Et deuxièmement, c'est aussi soutenir l'activité économique locale. Et donc, j'espère de tout cœur que cette méthode nouvelle par rapport aux années passées permettra d'atteindre notre objectif, et espérons que nous serons aidés si les indicateurs continuent de progresser, c'est-à-dire par une certaine reprise de l'activité économique qui s'est faite dans d'autres pays, n'est-ce pas, et que nous espérons reprendre l'activité économique également en France, parce qu'on sait très bien que quand il y a l'activité économique, ça solutionne derrière beaucoup de sujets, beaucoup de problèmes pour tout le monde, y compris pour les collectivités locales, et donc pour les centres de gestion qui les appuient. Je vous remercie. Vous me pardonnez de vous quitter. Je vais tout simplement sur le congrès des maires. Alors, pas partie congrès, si je puis dire, mais partie, comment on dit, salon. Voilà, j'étais en train de chercher le mot, où je vais inaugurer le stand du ministère de l'Intérieur. Voilà, merci. Alors merci, je voulais remercier Madame la Ministre, elle vient de partir, et merci Monsieur le Président de la FNCDG donc, pour ces deux interventions d'ouverture qui posent clairement le débat et soulignent les enjeux, pointent les questions qui se posent, qui s'imposent au centre de gestion à l'heure actuelle.
Donc les centres de gestion ont certes toujours fait preuve d'adaptation, cela a encore été dit, mais les conséquences de la réforme territoriale et de la baisse des dotations et les nouvelles mesures d'économie à venir changent profondément la donne. Un bouleversement qui n'est d'ailleurs pas encore achevé et qui implique de se poser la question de l'évolution du champ de compétences des centres de gestion et des enjeux auxquels ils sont confrontés. Alors cette problématique sera le fil rouge de cette journée thématique qui va s'articuler autour de 2 grandes séquences. Alors ce matin sera consacré à la présentation de la réforme territoriale, du contexte budgétaire et financier et de ses impacts sur les centres de gestion. Et cet après-midi, nous nous pencherons plus particulièrement sur l'évolution des centres de gestion en termes de compétences et d'organisation. Alors donc, nous allons débuter la première séquence. Je vais un petit peu vous expliquer comment elle va s'articuler. Nous allons tout d'abord avoir une intervention de Pablo Hurlin-Sanchez, juriste à la DCF, qui va donc nous présenter la mise en œuvre effective de la réforme territoriale. Il s'agira également de s'interroger sur les difficultés rencontrées, notamment en matière de ressources humaines. Nous aurons ensuite une intervention vidéo de Catherine Di Folco, sénatrice du Rhône, rapporteure pour avis au nom de la Commission des lois du Sénat sur les crédits de la fonction publique du budget pour 2018. Et nous passerons ensuite à la première table ronde de la journée, dont l'objectif sera de revenir sur la question de l'évolution du contexte territorial et donc de ses impacts sur les centres de gestion, dont les grandes questions ont été évoquées par Monsieur Iriart en introduction. Donc je vais appeler Monsieur Pablo Hurlin-Sanchez. Bonjour, pour votre présentation. Bonjour. Alors, je suis juriste à l'Assemblée des communautés de France. On est donc l'association qui représente les intercommunalités, toutes les intercommunalités, depuis les communautés de communes jusqu'aux métropoles. Je vais vous présenter donc la réforme territoriale que vous connaissez aussi puisque vous la vivez comme nous. Cette réforme territoriale au long cours, lancée en 2010. Ensuite, il y a eu la loi MAPTAM et puis évidemment la loi NOTRe qui a vraiment changé le paysage intercommunal et communal au 1er janvier 2017. Je dis communal parce que en même temps que cette loi NOTRe, il y a eu une loi issue d'une proposition de loi qui a poussé à la création de communes nouvelles et ça a un impact dans certains départements assez fort sur la réorganisation des services, des compétences. En 2010, il y avait 2600 communautés. Ce n'est pas du tout la carte que vous voyez là, elle était évidemment beaucoup plus morcelée, avec une immense majorité de communautés de communes, beaucoup de communautés de communes inférieures au seuil de 15 000 habitants qui a été édicté par la loi NOTRe. En 2016, on était arrivé à peu près 2100 communautés. Et en 2017, au 1er janvier 2017, on compte désormais 1266 communautés, dont 1244 sur le territoire métropolitain, avec donc un effet très fort de ces fusions ou fusions-extensions de communautés. C'est d'une part la réduction du nombre de communautés de communes, qui sont passées de à peu près 1800 à aujourd'hui 1027 communautés de communes, avec des communautés de communes, et on le verra, donc, qui ont gagné en habitants mécaniquement, qui ont gagné en compétences, et puis qui, évidemment, ont gagné en nombre d'agents. Et c'est pour cela que la DCF et évidemment nos communautés adhérentes comptent beaucoup sur les centres de gestion, sur vous, pour nous accompagner sur cette réforme. Donc, vous voyez, toujours une grande majorité de communautés de communes, de plus en plus de communautés de communes toutefois à fiscalité professionnelle unique. Mais ce qui est très frappant, c'est l'augmentation très nette du nombre de communautés d'agglomération, du nombre de communautés urbaines et évidemment de métropoles, avec ce mouvement qui n'est pas achevé. On compte aujourd'hui 17 métropoles et bientôt 20 au 1er janvier 2018. En termes d'habitants, évidemment, cette réduction du nombre d'intercommunalités a fait exploser le nombre d'habitants par communauté. Aujourd'hui, on compte en moyenne 50 000 habitants par communauté. C'est un véritable Big Bang territorial qui s'est produit.
on conserve évidemment des communautés de communes en dessous du seuil de 15 000 habitants. La plus petite en zone de montagne compte 3 929 habitants, mais aujourd'hui, une communauté de communes, c'est 22 000 habitants. Donc c'est pas négligeable. Une communauté d'agglomération, c'est plus de 50 000 habitants. Donc c'est une certaine masse, évidemment, un appel à des services importants, essentiellement, et c'est la question des transferts de compétences. Essentiellement, donc aujourd'hui, une communauté, ce sont des compétences de structuration du territoire. On pense évidemment au PLUI qui a été, dans la très grande majorité des cas, transféré aux intercommunalités depuis la loi Allure, même si les communes ont conservé la possibilité de conserver cela avec une minorité de blocage qui sera remise en cause en 2021, puisque de nouveau en 2021, les communes devront se reprononcer pour savoir si elles conservent cette compétence ou non. Ce sont les compétences de collecte et de traitement des ordures ménagères qui sont désormais la compétence de toutes les intercommunalités. C'est les compétences eau et assainissement qui deviendront des compétences obligatoires au 1er janvier 2020, mais dans les communautés de communes, notamment du fait de la DGF bonifiée, beaucoup de communautés de communes l'ont prise en anticipation, beaucoup de communautés d'agglomération également, avec un effet évidemment très net sur le paysage syndical. C'était un des objectifs, un des attendus de la réforme de la loi NOTRe, c'était de voir aussi la carte des EPCI, donc les syndicats mixtes et intercommunaux devaient diminuer. On a cette recomposition qui est en cours, et cette recomposition, elle a évidemment des effets très forts en termes de ressources humaines, en termes d'organigramme, en termes évidemment de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, mais j'y reviendrai. Sur cette carte, on voit, vous voyez, plus c'est sombre, plus les communautés ont de compétences. Cette carte, elle est issue de la base nationale de l'intercommunalité, BANATIC, donc du ministère de l'Intérieur, mais elle date du 1er octobre 2017, mais elle est évidemment incomplète, parce que du fait des fusions, du fait des évolutions de compétences, avec cette règle que vous connaissez bien, en cas de fusion, pour les compétences optionnelles des communautés de communes et d'agglomération, les conseils communautaires ont 1 an pour harmoniser leurs compétences optionnelles, 2 ans pour harmoniser leurs compétences facultatives, et elles ont 2 ans pour harmoniser l'intérêt communautaire lorsque la compétence est partagée. Je pense évidemment à la compétence voirie, à la compétence scolaire, au soutien aux activités commerciales. Donc toutes ces compétences-là, elles ont vocation à évoluer encore. On est dans une phase d'harmonisation, de dialogue entre les communautés et leurs communes membres. Là aussi, l'impact des communes nouvelles joue, je pense, dans les départements du Maine-et-Loire, de la Manche, du Calvados en particulier, où il y a eu beaucoup de communes nouvelles de créer. C'est un nouveau jeu qui est lancé et avec des nouveaux pactes de gouvernance, des nouveaux pactes de répartition des compétences. Et du coup, tout cela joue sur évidemment le nombre d'agents et la répartition des agents, puisque lorsque vous avez un transfert de compétences, c'est pas à vous que je l'apprends, mais les agents qui exercent la totalité de leurs fonctions dans un service affecté à la compétence sont transférés à la communauté. Ceux qui n'exercent qu'une partie de leurs compétences, une partie de leurs fonctions au service d'une compétence sont transférés, sauf s'ils s'y opposent, auquel cas ils sont mis à disposition de plein droit de la communauté par la commune. Mais en cas de transfert partiel de compétences, et c'est un cas assez fréquent du fait du nombre de compétences soumises à intérêt communautaire, du nombre de compétences partagées entre communes et communautés, avec ce partage politique très fin que les conseils communautaires sont appelés à faire, les communes, dans une optique de bonne organisation des services, peuvent conserver leurs services et les mettre à disposition. Donc on est encore dans ce mouvement de transfert très fin des services, de vision à organiser, donc de l'organisation du travail. Et pour cela, les 1027 communautés de communes, les 219 communautés d'agglomération ont besoin de vous, évidemment, ont besoin de vos compétences, des compétences de vos agents pour nous accompagner sur ces questions-là, sur ces réorganisations, sur évidemment les impacts que cela
en termes de paye, surtout avec les réformes qui ont lieu un peu en arrière-plan. Je pense au RIFSEP et je pense à d'autres choses. Donc tous ces effets-là, en termes de fusion, d'extension, doivent être pensés. Mais aussi, dans le cadre d'une réorganisation des compétences, c'est réfléchir à la mutualisation. Et nos intercommunalités, on les pousse évidemment à réfléchir à ces mutualisations. En 2015, il y avait les schémas de mutualisation qui sont aujourd'hui remis en cause par ces fusions, puisque les schémas de mutualisation doivent être repensés à des échelles bien différentes de celles qui existaient en 2015. Avec une variété d'outils sur lesquels la DCF ne souhaite pas revenir, tout simplement parce que ces outils existent, fonctionnent, tous ces instruments juridiques, selon le degré d'implication que la communauté souhaite avoir et selon le degré de souplesse qui est souhaité par les élus. Donc ça va évidemment de la mise à disposition d'agents individuels, ça va de la mise en commun de moyens ou du groupement de commandes, à ce qui est le plus mutualisateur, c'est les services communs qu'on retrouve essentiellement sur des services informatiques, sur des services achats mutualisés et qu'on espère aussi retrouver sur des services RH, tout simplement pour pouvoir piloter cette fonction RH entre les communes et la communauté, ce qui n'exclut pas évidemment ce dialogue, cette relation très forte entre nos intercommunalités et les centres de gestion, puisque aussi bien dans la période de transition qu'une fois que les organigrammes seront installés, on aura besoin de cette technicité qu'on ne trouve que dans les centres de gestion. C'est aussi ces moyens de mutualiser, un moyen de territorialiser les compétences. On sait que les services de l'État ne sont pas forcément fanats de cela, mais un des gros effets de cette réforme territoriale, c'est d'avoir des communautés d'une taille jusque-là inédite. C'est pas à votre président que je vais l'apprendre, hein, dans le Pays Basque, c'est un des cas les plus évidents, mais on le retrouve ailleurs, même à des échelles moins fortes, mais on a beaucoup de communautés où aujourd'hui, d'un bout à l'autre du territoire, un agent peut être amené dans la journée à faire 70 km juste pour traverser le territoire, ou 50 km. Donc la territorialisation peut passer évidemment par une organisation des services avec tout simplement des antennes, hein, et ça on le retrouve pour certaines compétences, la compétence tourisme avec des bureaux touristiques avec malgré tout un seul office du tourisme, mais c'est aussi la possibilité de créer des services mutualisés, donc avec ce lien commune-communauté, pour territorialiser la compétence, tout simplement parce que pour que le citoyen s'y retrouve et que l'usager soit accède directement à tous les services par sa mairie, soit ait l'habitude de contacter les services. Et donc ça peut être une alternative au transfert de compétences et ça peut fluidifier aussi la gouvernance. Mais tout cela, à la DCF et je crois qu'à la Fédération nationale des centres de gestion aussi, on est partisan de le penser un peu sous un raisonnement gigogne. Ça fait partie d'une étude qu'on est en train de mener en commun donc avec la FNCDG sur comment penser cette fonction RH et cette réorganisation de manière globale. Je vous ai parlé de mutualisation, de transfert de compétences, mais tout cela, ça doit se penser pour nous, tout d'abord dans une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, puisque à l'échelle intercommunale, voire pourquoi pas à l'échelle du centre de gestion, mais à l'échelle intercommunale en tout cas, puisque plus d'agents, avec une spécialisation des agents, j'aime pas trop le terme professionnalisation, une spécialisation des agents, on le voit sur les fonctions RH, on le voit énormément sur les fonctions d'achat public, qui est aujourd'hui une fonction vraiment stratégique pour, comme le disait Madame la Ministre tout à l'heure, pour relancer la croissance sur nos territoires. On le voit en matière de développement économique, de développement touristique, etc. C'est repenser cette gestion prévisionnelle à l'échelle du territoire, donc en spécialisant les agents. Ça se repense évidemment à l'échelle d'un schéma de mutualisation pour que les agents communaux soient inclus également dans cette pensée stratégique RH du territoire et évidemment dans un projet d'administration.
Et ce projet d'administration, il n'est rien d'autre que l'écho du projet de territoire que la DCF en particulier souhaite voir sur tous les territoires, sur tous les territoires des communautés, parce qu'aujourd'hui, il reste 3 ans de mandat, peut-être 4, ça dépendra des réformes, mais ce projet de territoire, on l'a vu dans l'enquête président qu'on a menée lors de notre convention nationale, est dans la très grande majorité des cas engagé ou en voie d'être engagé, dans 75% des cas. Mais il faut que ce projet de territoire politique, ce projet de gouvernance et de réflexion sur l'organisation des compétences inclut forcément un projet d'administration pour qu'il y ait cette gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. Voilà. Merci. Merci, je vous remercie. J'avais peut-être juste une petite question à vous poser. Vous avez beaucoup parlé de réorganisation territoriale et de territorialisation de la gestion des compétences. Alors, vous n'avez pas évoqué la baisse des dotations, alors, même si effectivement il n'y a plus de baisse de DGF à venir, mais qui a eu lieu ces dernières années. Donc, il y a une étude qui a été publiée cet été, donc Panorama de l'emploi territorial par la FNCDG et l'ANDCDG, qui montre une baisse des offres d'emploi publiées par les centres de gestion. Et est-ce que donc dans ce cas-là, par rapport à ce que vous venez de dire, dans ce contexte financier contraint, finalement, les intercommunalités peuvent être une opportunité à terme pour les centres de gestion? Une opportunité, c'est-à-dire C'est-à-dire ce que vous venez de dire, au niveau intercommunal, du coup. pour embaucher, vous voulez dire? Non, dans les compétences. Par rapport au fait qu'il y a de nouvelles opportunités à saisir pour les centres de gestion en termes de gestion oui, des compétences, évidemment, voilà. Alors qu'on s'aperçoit qu'il y a une baisse des emplois publics. Cet effet de mutualisation dont je parlais, le fait que les communautés adhèrent au centre de gestion, y compris pour des missions facultatives, on en a parlé, hein, mais évidemment, et c'est pour ça que je disais, le centre de gestion est aujourd'hui un partenaire incontournable pour nos intercommunalités, pour nous accompagner sur cette politique RH. Avec les missions socles et puis toutes les missions optionnelles des centres de gestion. Voilà. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Donc, première table de ronde de la journée, quels sont les impacts du contexte territorial sur les politiques de ressources humaines des collectivités et les centres de gestion et les enjeux à venir avec notamment le programme Action publique 2022. Alors, pour débattre de ce sujet, je vais appeler nos intervenants, que je remercie d'être présents. Donc, Françoise Descancrenier, ancienne députée, conseillère municipale de Ragny-sur-Seine, et qui avait été donc, comme cela a déjà été dit, en 2016, rapporteur de la loi déontologie des fonctionnaires, qui avait été donc promulguée le 20 avril. Antoine Dementon, président du centre de gestion de Haute-Savoie. Bonjour. Stéphane Bruno, directeur à la sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale à la DGCL. Jean-Robert Massini, directeur du CSFPT, Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, et Nicolas Salvagno, DRH de la ville de Nîmes. Merci à tous. Merci à tous d'être présents. Alors donc cette première table ronde, voilà. Désolée, c'est un tout petit peu serré, mais comme ça vous allez être voilà. Vous allez pouvoir débattre. Alors, l'objectif de cette première table ronde sera de répondre en particulier à 3 grandes thématiques. Quels sont les impacts de la réforme territoriale et de la baisse des dotations, donc sur les politiques RH des collectivités? Quels seront les enjeux à appréhender en matière RH notamment, mais également les leviers et marges de manœuvre disponibles dans le contexte des actes de réforme envisagés dans le cadre du projet Action publique 2022, qui n'en est qu'au début. On ne connaît pas encore ce qui va en ressortir au printemps 2018, et quels sont et seront les impacts sur les centres de gestion, tant en termes d'organisation et de services sollicités. Cette dernière thématique devant faire le lien avec la table ronde qui aura lieu cet après-midi. Alors, pour commencer, tout d'abord, je vais commencer par vous, Stéphane Bruno, représentant donc de la DGCL, donc représentant de l'État, du ministère de l'Intérieur, qui avait la main sur les collectivités territoriales, façon de parler.
Et donc je voulais un peu vous faire revenir sur l'intervention qu'on vient d'écouter de la DCF et sur les impacts de la réforme territoriale, donc sur les politiques RH des collectivités. Et effectivement, comment, après, une fois cela étant dit, repenser la GRH au niveau du territoire. Merci. Alors, je voudrais, sans être trop long, revenir sur trois sujets qui n'ont peut-être pas été abordés de cette façon, qui permettront peut-être d'éclairer deux des trois questions posées. Le premier point sur la réforme territoriale sur lequel je voulais insister, parce que je le fais régulièrement, c'est souligner l'accompagnement des personnels qui avait été prévu par le législateur à l'issue d'un processus de concertation au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, parce que c'est un élément important de la réussite de la réforme territoriale sur le terrain. Ça a été aussi un élément de réussite en amont pour rassurer les personnels. Donc nous avions, sur proposition des syndicats, des employeurs, et en le faisant passer dans la loi, prévu un certain nombre de garanties que nous réutilisons maintenant à chaque fois et qui permettent de rassurer les personnels sur le maintien de leurs conditions d'emploi au moment d'une opération, que ce soit une fusion, que ce soit une autre opération de réforme territoriale. Le délai d'harmonisation du régime indemnitaire qu'on laisse aussi. Alors on a eu des demandes parfois très différentes. Certains voulaient un délai très long, d'autres voulaient un délai très court. Les régions voulaient un délai très long, par exemple. La collectivité de Corse, plus récemment, voulait un délai beaucoup plus court. Le maintien de la PSC, je vais pas citer tous les exemples, mais tous ces dispositifs que nous avons prévus sont importants. Et d'ailleurs, les syndicats au niveau du CSFPT, qui est leur instance nationale, sont plutôt satisfaits de la façon dont ça se passe. Alors évidemment, ils soulignent des exemples qui ne vont pas, mais on voit que c'est une des conditions de réussite de la réforme territoriale. Le deuxième point, pour être assez rapide, et c'est un sujet qui intéresse beaucoup, qui vous intéresse beaucoup, nous avions essayé de regarder avec nos statisticiens quel était l'effet des seules fusions de PCI dans le cadre des SDCI de 2017 sur le nombre de collectivités qui franchissaient le seuil d'affiliation. Alors, je précise tout de suite parce que il y a une particularité avec les statisticiens, c'est qu'ils ne veulent donner que des chiffres justes, donc vous les avez 2 ans après. Et ça, on ne peut pas leur en vouloir. Donc, normalement, les chiffres exacts, on ne pourra les avoir qu'en 2019 sur la base des données 2017. Mais le petit travail que nous avons demandé à notre service statistique consistait à extrapoler les chiffres de 2015 et de voir, en général, c'était des fusions bloc à bloc dans le cadre des SDCI. Parfois, il y a eu des modifications de périmètre. Et a priori, donc avec toutes les réserves que je dois exprimer, l'effet sur les seuls EPCI à fiscalité propre de la fusion était relativement limité. Nous avions compté 122 EPCI à fiscalité propre de plus de 350 agents en 2015. Et alors en prenant les mêmes effectifs 2015, on arriverait à 133 en 2017. Alors ceci ne tient pas compte, je suis obligé de le préciser, de l'évolution des effectifs. On sait que les effectifs dans les EPCI croissent aussi du fait des transferts de compétences ou d'autres raisons. Mais au total, on a uniquement à peu près 11 EPCI à fiscalité propre, on va dire une dizaine, qui franchissent le seuil. Alors avec parfois de grandes exceptions, et pour avoir discuté avec un des voisins de la table, c'est ce qui peut arriver quand on a un EPCI ou une fusion, un gros EPCI qui se crée, ou une fusion d'une grosse commune avec d'autres communes pour constituer une commune nouvelle. Je crois que ces résultats sont globalement convergents avec ceux qu'a fait remonter la FNCDG par le biais d'un sondage. Le troisième point, alors peut-être plus général, que je voulais aborder, c'était la régulation budgétaire dont a parlé, enfin je l'appelle comme ça, mais au lieu de l'appeler baisse des dotations, plein de façons. On a beaucoup d'expérience au sein de l'État sur ce sujet, vous savez, moi j'ai connu ça en préfecture depuis très longtemps. Ce que je voulais préciser à ce sujet, c'est que c'est devenu un élément, disons la régulation de la masse salariale est devenue un élément structurant du paysage, et ça risque de durer un certain temps.
En 2015 et 2016, alors le chiffre 2015 est exact, le chiffre 2016 est provisoire, on a pour la première fois une baisse nette des effectifs dans la FPT, hors contrat aidé. Alors aussi loin qu'on puisse remonter, on ne peut pas trop remonter au-delà des années 80, c'était évidemment un phénomène historique et qui a été assez marquant aussi dans le dialogue qu'on peut avoir entre administrations sur ce sujet. Ça va devenir évidemment un facteur très important. C'est un enjeu national déjà. Le gouvernement a annoncé, dans le cadre de la Conférence nationale des territoires en juillet, un premier principe qui lui semble important et auquel il lui semble important de se tenir, c'est l'association des employeurs territoriaux aux décisions qui les concernent. Donc c'est plus un principe auquel on s'astreint qu'une règle qu'on fixe, mais l'idée c'est de toujours demander aux employeurs, via leurs associations, leur avis avant de prendre une décision très impactante. Décision très impactante, ça a pu être par exemple la hausse du point d'indice en 2016 et 2017. PPCR est un cas un peu différent puisqu'il y avait eu une négociation. Alors c'est pas évident de le faire, c'est pas évident sur tous les sujets, mais c'est un principe qui a été retenu dans le cadre de la CNT et auquel le gouvernement s'astreint. La deuxième chose du volet RH des finances locales, c'est que je dirais que ça devient, l'enjeu financier des RH devient un paramètre de la gestion des finances locales. Dès qu'on parle aujourd'hui de dépenses des collectivités, de contractualisation aussi avec les 319 plus grosses collectivités, ce qui était moins le cas avant. Donc c'est devenu vraiment un élément du débat. À mon avis, il y a un écueil à cela, et il faut que tout le monde y soit vigilant, c'est qu'il ne faudrait pas réduire les RH à une contrainte de coût. C'est-à-dire, d'un côté, les financiers qui parleraient des RH uniquement comme d'un coût, et de l'autre côté, les personnes en charge des RH, que ce soit dans les centres de gestion ou dans les DRH, qui s'occupent du reste de la politique RH. Et pour conclure, c'est d'ailleurs l'enjeu des débats qui vont s'ouvrir dans le cadre alors, à la fois de la Conférence nationale des territoires et d'Action publique 2022. L'idée étant de lancer une discussion qui est aujourd'hui ouverte, j'ai aucune annonce à vous faire sur le sujet. L'idée étant de rechercher une modernisation de la fonction publique, donc pas seulement d'en faire une contrainte de coût et de réduire cette contrainte. Donc c'est vraiment de trouver des propositions pour pouvoir moderniser la fonction publique, et la discussion à ce sujet sera très ouverte. Je vous remercie. Alors, Françoise Descamps-Cronier, vous connaissez bien le sujet de la fonction publique, et je voulais justement vous faire un petit peu rebondir sur la conclusion de Stéphane Bruno, évoquant le plan Action publique 2022, on en est qu'au tout début à venir, qui pose de nouveaux enjeux, puisque, ça avait notamment été dit, le Premier ministre a clairement préciser ses objectifs dans sa fameuse circulaire du 26 septembre dernier. Ce programme pourra éventuellement, tout dépend ce qui sortira des travaux du comité Action publique 2022, déboucher sur des transferts ou voire des abandons de missions exercés jusqu'à présent par les collectivités. Voilà, donc je voulais un petit peu vous faire réagir. Oui, ce comité vient d'être lancé. Donc pour l'instant, on ne peut pas en savoir d'abord, les conclusions, et ensuite ce qui en ressortira après en termes décisionnaires. Alors, ce qui est important, et là j'entendais mon voisin me dire que l'association des employeurs notamment serait et est régulièrement consultée, mais c'est vrai qu'on voit au global, pas simplement en termes de GRH, mais en termes global par rapport aux finances locales, eh bien, pas forcément de concertation. On l'a vu avec l'exonération de taxes d'habitation et du fait qu'une partie des taxes fiscales, enfin de la fiscalité locale, pardon, eh bien, soit finalement supprimée
et avec une perte d'autonomie à terme, de toute façon. Voilà. Et là, les collectivités locales n'ont pas été concertées sur ce choix parce que je pense qu'elles n'auraient pas été d'accord. Donc, je voulais revenir là-dessus parce qu'il y a effectivement des instances qui permettent la consultation et la concertation avec à la fois les organisations syndicales quand il s'agit de GRH et des employeurs territoriaux, mais toute autre décision qui n'est pas directement liée aux ressources humaines mais qui impacte financièrement, eh bien, il y a une interdépendance. Et là, sur la taxe d'habitation, que ce soit le Conseil commun de la fonction publique ou le CSFPT, et je sais que c'est pas leur objet, mais en même temps, ça impacte obligatoirement sur la gestion des ressources humaines. Et on sait qu'on est dans une contrainte budgétaire, alors on peut l'appeler effectivement régulation budgétaire aussi, mais c'est une contrainte budgétaire qui est bien présente et qui est durable, et parce qu'on n'en voit pas la sortie du tunnel. Et donc ça, c'est aussi important, et puis elle est globale, parce que tous les niveaux de collectivités territoriales sont concernés, et que par ailleurs, on l'a entendu dès le départ, et par le président, et par la ministre, et par l'intervention sur la réforme territoriale, ou la mise en œuvre, eh bien, il y a en même temps plein de mutations en cours qui sont à prendre en compte, qui sont institutionnelles, qui sont technologiques, qui sont sociales, voire sociétales, et qui obligatoirement ont un impact sur l'action des collectivités, donc l'action publique. Et l'action publique, elle est mise en œuvre par les élus bien sûr, mais les agents publics aussi. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire appel à l'intelligence collective, à l'innovation sur les territoires, et en réinventant de nouvelles pratiques professionnelles qui permettent effectivement les évolutions qui permettront de répondre toujours à la demande de services publics, tout en sachant que l'interrogation aussi, c'est quels sont les périmètres des services publics il y aura possibilité à faire. Et donc, j'ai bien entendu aussi, dans l'intervention d'avant par le juriste de la DCF, sur le fait de repenser la GPEC. Moi, j'irais plus loin, c'est même pas la repenser, c'est qu'à certains endroits, la GPEC, elle est inexistante. Mais bien sûr qu'elle est indispensable. Non pas simplement en termes comptables, parce que effectivement la fonction publique est rattachée à Bercy. J'ai bien entendu la ministre et je la connais bien, et elle nous dit qu'il faut regarder avec le regard collectivité territoriale et pas avec l'approche comptable de Bercy qui amène à penser la fonction publique comme un coût. Donc voilà, donc on est dans une obligation à réinventer, à faire des ruptures, des adaptations, et dans le même temps, il faut être vigilant sur finalement l'impact sur les agents, et donc avoir des politiques de management qui soient dans une attention particulière aussi, y compris à la santé des fonctionnaires, parce que quand on est dans une phase, et on le dit depuis des années, d'instabilité organisationnelle et en même temps de baisse de dotation, et quand c'est pas des baisses de dotation au niveau macro, elles le sont quelquefois au niveau micro, parce que c'est une question de répartition aussi. Et donc, ça a un impact. Et puis, je voudrais dire aussi par rapport à cet impact budgétaire, qu'il faut regarder, bien sûr, par rapport aux dotations, mais aussi faire de façon consolidée. C'est-à-dire qu'il y a d'autres champs qui peuvent avoir un impact aussi financier sur les collectivités locales. Les emplois aidés, les contrats aidés notamment, ont eu un impact financier fort pour les collectivités locales, et vont l'avoir pendant un certain temps, mais pas simplement, y compris sur en tant qu'emploi, en contrat aidé, mais aussi en termes de projets, puisqu'il pouvait y avoir aussi du personnel qui soit pas des contrats aidés, mais dont le fait qu'il y ait beaucoup moins de contrats aidés et qui ne sont pas toujours remplacés, impacte aussi
sur leur emploi, puisque à partir du moment où il y a moins de personnel, y compris les contrats aidés, eh bien leur emploi peut disparaître aussi. Donc je pense qu'il faut voir l'impact global et pas voir simplement de façon très limitée sur... Alors juste, vous disiez repenser la GPEC, vous disiez qu'effectivement dans... inexistante, on en parle oui, depuis dans des une années, partie mais des sans collectivités, forcément oui, depuis en longtemps. faire. Ouais. Alors certaines d'entre elles, cela dit, ont été amenées à en faire, mais un peu contraintes justement par les restrictions. Alors comment pourraient faire certaines collectivités via justement éventuellement l'aide des centres de gestion pour ne pas faire de la GPEC de manière défensive, mais plutôt offensive. Et à quel niveau? Quel est le meilleur niveau finalement? Oui, c'est vrai que quand il y a des obligations à faire, parce qu'il y a un manque tragique de recettes, eh bien, ou des recettes en diminution, eh bien, on est obligé d'être dans la réaction et donc finalement dans la défensive. Alors, il faudrait se positionner autrement et plutôt en offensive, si je peux me permettre, c'est-à-dire en étant volontaire véritablement pour avoir les nouvelles pratiques. Et c'est déjà commencé dans nombre de collectivités, c'est-à-dire repenser, et la mutualisation qui est un des champs sur lesquels il faut de nouveau réfléchir, continuer à réfléchir, dans le projet d'administration inclus dans un projet de territoire, ça me semble important parce qu'il faut toujours avoir la vision globale. Et à partir du moment où on a un projet de territoire, après, il faut avoir la vue loin pour pouvoir décliner progressivement. Et à ce moment-là, effectivement, les centres de gestion peuvent avoir toute leur place, surtout effectivement depuis les nouvelles compétences des centres de gestion qui peuvent leur permettre de travailler justement à la question de la réorganisation des services et agir bien davantage en matière de GRH sur un plan plus collectif. Et d'intervention forte. Et c'est effectivement un bon échelon parce que c'est un échelon déjà de mutualisation. Alors, le problème et la question, c'est, vous l'avez posé tout à l'heure, c'est de savoir si toutes les intercommunalités et certaines qui sont très importantes, qui sont plus XL ou XXL maintenant, permettront de travailler de façon pérenne avec les centres de gestion ou d'enclencher un travail avec les centres de gestion ou finalement pour certaines, eh bien, finalement de faire en intra ce travail-là et de ne pas passer par les centres de gestion. Donc là, il y a une réflexion, à mon avis, très importante à avoir au sein de la Fédération des centres de gestion et pas que, puisque c'est un problème, c'est une question un sujet beaucoup plus général, c'est de voir quel est finalement l'échelon le plus pertinent, quelles sont les formes. C'est pour ça qu'il y a une réflexion à faire dans les centres de gestion et dans la fédération, parce que c'est la force de proposition qui fera peut-être effectivement l'attractivité et donc la demande. C'est pour ça que le fait de vouloir repenser la GPEC, de l'inclure dans un schéma de mutualisation, un projet d'administration dans un projet de territoire, ça semble quelque chose de global qui, moi, m'intéresse parce que ça permet de se projeter véritablement et de faire des propositions et de pouvoir faire des propositions à la fois certainement diversifiées et en même temps avec un souci de cohérence. Donc c'est. Je vous remercie. Voilà. Jean-Robert Massimi, je voulais vous faire intervenir justement sur cette approche plus globale que devraient avoir les collectivités en termes de GRH. Et également, vous demandez, alors qu'on s'achemine encore vers de nouvelles contraintes financières, même si certes il n'y a plus de baisse de dotation à proprement parler, certaines collectivités vont donc devoir encore maîtriser leur masse salariale, éviter qu'elle continue à augmenter. Et quels sont finalement les leviers à actionner encore, s'il y en a encore, s'il y a encore des marges de manœuvre? Alors, je pense qu'effectivement, et tout ce qui vient d'être dit est important, mais peut-être le plus important, c'est la nouvelle, d'ailleurs connue, qu'a annoncée la ministre ce matin,
c'est qu'il n'y aurait pas de nouvelles réformes, de grandes réformes. Oui, oui. Bon. Parce que pourquoi ? Parce qu'au fond, on sort d'un cycle, en gros 2010-2015, de très grandes réformes, et comme l'a bien dit la ministre, au fond, désormais, les collectivités, quelle que soit leur taille, leur situation, enfin les collectivités, les EPCI, disposent pratiquement de tous les outils qui peuvent mixer. Enfin, on a la boîte à outils, qu'employait d'ailleurs un autre président de la République, mais la boîte à outils désormais existe. Et j'allais dire, le fait qu'il n'y ait pas du nouveau, c'est, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais et pour les élus employeurs et pour les agents, c'est peut-être au fond un facteur de stabilité psychologique, alors que dans les années précédentes, sans arrêt, tout le monde se disait à quelle sauce va-t-on être mangé, quel type de mutualisation. Donc je crois que cet élément de pouvoir se projeter de manière relativement stable est important. Alors, en matière d'enjeux et de marge de manœuvre, je ne suis pas sûr que les problèmes viennent essentiellement du contexte financier ou autre. Il y a d'autres questions qui se posent en matière de GRH et qui toucheront et les collectivités et les centres de gestion. C'est d'abord, si vous voulez, les problèmes de démographie territoriale. Moi, ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce que, si vous voulez, actuellement, même s'il y a ce récent rapport de la Cour des comptes et les récentes statistiques qui disent qu'il y a une stabilisation, on est toujours dans la culture il y a trop de fonctionnaires et les collectivités ne gèrent pas assez, ne tiennent pas assez leur masse salariale. Moi, je pense que si on veut anticiper, il ne faut pas réfléchir sur 1995, il faut réfléchir sur les années à venir, et on risque d'avoir, et on a déjà des métiers en tension, des régions en tension, et donc le problème qui peut se poser demain aux services publics locaux, et qui est un vrai problème de gestion prévisionnelle, là c'est un vrai problème, c'est comment remplir telle ou telle mission ou tel service. Alors ça me paraît un vrai problème, et comment dirais-je, la question connexe qui apparaît, c'est effectivement tout ce qui est lié à la santé, au maintien dans l'emploi, au reclassement. Ça, c'est des très très gros sujets. Alors évidemment, ce n'est pas du tout indépendant de la question financière et de la baisse des dotations, parce que c'est des nouvelles pratiques de GRH qui peuvent avoir un coût. Le reclassement, qui va payer le reclassement ? L'employeur, le centre de gestion, le CNFPT, le FIPHFP, toute une série de questions se posent qui vont, à mon avis, trouver des solutions dans les mois ou dans les années à venir. Mais ça, c'est les vrais problèmes de demain. Parce que la baisse des dotations, honnêtement, c'est comme la réforme territoriale. Ceux qui, à chaque fois qu'il y a une nouvelle réforme qui va vers plus d'intercommunalité, s'étonnent, c'est qu'ils n'ont pas vu le film depuis le début, parce que quand même, depuis 1999, on sait à peu près comment ça se passe. Et on sait très bien que ça ne sera pas réversible. Idem en matière de gestion des effectifs et de situation financière. Ceux qui découvrent la situation financière de la France, c'est vraiment qu'ils vivaient ailleurs. Bon. Donc, en revanche, ces sujets-là, dont on ne parle pas, parce qu'on parle surtout de gestion financière, peuvent avoir des effets sur la qualité du service public, sur la perception de l'intervention des collectivités, etc. Et c'est là, et je reboucle avec les centres de gestion, parce que je sais où je suis ce matin, c'est là où les centres de gestion ont effectivement une valeur ajoutée. Parce que leur métier, effectivement, ce n'est pas la gestion financière, c'est la gestion des ressources humaines. Or, les collectivités étant centrées maintenant sur la restructuration territoriale, la restructuration de leurs compétences, elles ont besoin effectivement d'un accompagnement, j'allais dire, expert et expérimenté en matière de ressources humaines. Et les centres de gestion, je crois, sont tout à fait prêts, avec, comme l'a dit Françoise Descamps, comment dirais-je, la réforme de l'article 25 qui a eu lieu il y a 2-3 ans.
j'allais dire, les centres de gestion sont vraiment au cœur du sujet. Et moi, ce que je peux en dire, à travers les centres de gestion que je rencontre et que je vois régulièrement, c'est qu'effectivement, le fait que dans beaucoup de cas, des métropoles ou des grandes villes qui pourraient, par leurs effectifs, j'allais dire, ne pas adhérer ou s'affilient volontairement ou autre, parce qu'elles ont conscience de la valeur ajoutée en matière de gestion du personnel, d'anticipation ou autre, de la valeur ajoutée des centres de gestion. Et je pense que c'est un des points les plus importants. Je vous remercie. Avant de faire intervenir justement Nicolas Salvagno avec son expérience de DRH de collectivité, je voulais savoir si au sein de la salle, l'un de vous voulait soit poser une question à nos intervenants ou éventuellement exprimer un petit témoignage sur ce qui vient d'être dit. Non ? Personne ne veut intervenir ? Alors Nicolas Salvagno, justement, une question, j'avais pas vu. Ah, pardon, allez-y. Oui, moi je veux bien intervenir. Gérard Manet, président du centre de gestion 42. Ce qui a été dit est vrai par rapport aux EPCI et qui deviennent de plus en plus gros, effectivement. Si nous ne proposons rien par rapport à ce que nous savons faire à ces EPCI, les EPCI le feront à notre place et commencent déjà à le faire. Sauf que ça repose le problème de comment travailler avec ces EPCI s'ils n'en ont pas envie. Nous avions deux possibilités qui avaient été demandées. La première nous a été refusée, c'était le seuil d'affiliation par rapport à ce seuil. Et la deuxième, c'était le bloc insécable. Bon, le bloc insécable, je suis désolé, mais on peut y mettre ce qu'on veut et on n'y met rien du tout ou beaucoup de choses. Et les EPCI qui adhèrent d'ailleurs au bloc insécable prennent le minimum et se contentent du minimum et font autre chose quand ils le veulent. Donc ça veut dire que de ce côté-là, on est relativement démunis. Et on peut ergoter, parler de beaucoup de choses. Je pense que la réalité, elle est là. Donc il serait nécessaire, effectivement, de voir comment, avec les intercommunalités qui deviennent de plus en plus grosses, je rappelle qu'il y a des métropoles qui ont été créées et qui ont de plus en plus de pouvoir, de plus en plus de compétences. Et cela nous interpelle. Quant aux communes, effectivement, les communes perdent beaucoup de compétences. Et il y a d'ailleurs une espèce d'antinomie entre les lois de fer qui créent la décentralisation et la liberté de chacun, où chacun disait on va enfin pouvoir faire ce qu'on veut, et puis maintenant une recentralisation, un regroupement qui fait qu'on a de moins en moins de proximité, ou tout au moins on la perd de plus en plus. Et je dirais même que cela se retrouve en Europe. Les mouvements qui existent actuellement, comme en Espagne ou ailleurs, montrent qu'effectivement, ces regroupements qui l'on pensait ad vitam aeternam ne se font pas, et il y a des velléités de proximité qui existent. Je vous remercie. Juste Stéphane Bruno, vous voulez peut-être éventuellement apporter une réponse à cette intervention ou pas, sur le rapport avec les intercommunalités, montée en puissance, et juste avant de faire intervenir M. Salvagno. Non, peut-être sur le seuil d'affiliation, puisque c'est un des sujets qui a été abordé. Le chiffre que je vous ai donné tendait à montrer qu'il n'y a pas eu un très gros effet des fusions. Alors, après, il y a une autre question fondamentale, parce que 350 agences, c'est déjà je crois que c'est une commune de 20 000 habitants, à peu près en moyenne. Après, la question, c'est pas tellement monter le seuil, ça serait rendre quasiment obligatoire l'affiliation. Je ne crois pas que les grosses collectivités en aient envie. Je ne suis pas sûr que ça soit non plus une bonne idée. On constate quand même qu'il peut y avoir une affiliation volontaire de grandes collectivités. Je pense à la région parisienne, des départements qui adhèrent. Ça suppose évidemment que ces grandes collectivités s'y retrouvent avec leurs attentes qui sont très élevées. Voilà. Alors ensuite, sur les situations locales, où je peux comprendre aussi que parfois ce n'est pas forcément les élus qui veulent pas... qui n'ont pas envie d'adhérer au centre de gestion. Il peut y avoir d'autres paramètres qui, moi, m'échappent, en tout cas, qui, je pense, échappent aussi aux législateurs et qui relèvent plutôt de la fédération. Je vous remercie. Alors, Nicolas Salvagno, DRH de la ville de Nîmes, vous êtes non affilié. Oui, tout à fait. Voilà. C'est pas un mal en soi, mais justement je suis venu réagir à ce qui qu'on peut vient s'en sortir. d'être dit.
Non, je Sur le seuil, je rebondir sur ce que réflexion, disait Monsieur Massimi juste avant. Je buvais, comme je disais, un peu du petit lait parce que je trouve que la fonction RH a fortement changé et aujourd'hui être DRH c'est passionnant. Voilà, je voudrais un peu casser un peu la morosité ambiante en disant certes on est contraint financièrement, certes effectivement on a des textes de plus en plus complexes à mettre en œuvre, mais tout ça répond à une logique qui moi me convient très très bien. Pourquoi ? La fonction RH, très rapidement, et ce que vous faites aussi au centre de gestion, c'est la même chose, elle est composée de 3 fonctions. Une fonction historique qui est la gestion, on va dire, statutaire, la sécurisation des procédures, que vous faites très bien, et d'ailleurs, je vais faire preuve de très grande honnêteté avec vous, quand on a mis en œuvre le RIFSEP ou le PPCA, il ne se passait pas un jour sans que j'appelle le CIG de la Grande Couronne pour avoir quelques explications. Pourtant, étant DRH d'une ville de 18e ville de France, 151 000 habitants. Donc même une grande collectivité a besoin de centre de gestion là-dessus, je peux vous l'assurer. Deuxième point, donc ça fait bouillonner, mais c'est très sincère. Deuxième point, et ça a été dit, et il ne faut pas que tout tourne autour de ça, c'est la gestion financière. Oui, certes, nous sommes dans un environnement contraint. Oui, certes, effectivement, il va falloir faire des efforts, mais nous en faisons depuis un certain temps. Nous y sommes habitués. Certes, l'État nous a mis une pression très très rapide il y a de ça 3 ans, mais on y a tous joué le jeu et on l'a vu par rapport aux différentes études. Ça paye et on le voit au sein de la ville de Nîmes. En l'espace de 3 ans, on a supprimé 100 équivalents temps plein. On n'a pas eu de mouvements sociaux énormes. On a joué sur la maîtrise des heures supplémentaires dans la gestion de temps de travail. On a joué effectivement sur l'organisation des services publics pour être plus adaptés, la digitalisation, donc la réorganisation des services. Et ça, c'est très important. N'ayons pas une vision purement financière. N'oublions pas que nous sommes là pour faire du service public. Et c'est là où j'arrive au 3e point, qui pour moi est le plus passionnant dans le métier de DRH aujourd'hui, c'est l'accompagnement du changement. Voilà, c'est là où tout se joue. Voilà. Est-ce que nous passons de gestionnaire à pilote ? Et c'est là aujourd'hui, effectivement, où ça devient intéressant, c'est-à-dire que nous devons faire l'accompagnement du changement au sein, effectivement, des services. J'ai parlé de cette fameuse digitalisation. On l'a vu il n'y a pas très longtemps avec la fin de certains services publics, on va dire, de préfecture, que ce soit la gestion d'immatriculation ou autre. On le voit notamment au sein de la ville de Nîmes, dans ce qu'on appelle le pass famille, c'est-à-dire la gestion de tous les services scolaires, périscolaires via un smartphone. Aujourd'hui, payer sa cantine, c'est fini l'époque où on donnait son chèque le matin à la cantinière, on fait tout par un smartphone, donc nécessairement il y a une gestion qui est beaucoup plus simplifiée. C'est là où on attend aussi le DRH, mais on ne l'attend pas que sur ça. On l'attend aussi effectivement sur l'accompagnement des agents et dans leur carrière. Et c'est ça qui est important, c'est que le discours qu'on porte au sein de la ville de Nîmes auprès des agents est spécifiquement catégorisé. Fini l'époque où vous rentrez dans la fonction publique pour 42 annuités sur le même poste. Parce que votre métier va changer, parce que votre métier, effectivement, va être digitalisé, parce que votre métier va peut-être disparaître. Vous avez la garantie, c'est un peu notre flex-sécurité, la fonction publique territoriale, vous avez la garantie statutaire, vous avez la garantie, effectivement, d'être fonctionnaire, mais ça ne vous exonère absolument pas d'évoluer sur vos fonctions, d'évoluer sur vos compétences. Et c'est là, effectivement, où c'est très intéressant au sein donc, des directions des ressources humaines, c'est la question de la compétence. Aujourd'hui, moi, ce qui m'importe plus, ce n'est pas le grade, le cadre d'emploi de la personne, ce n'est pas son diplôme, c'est sa compétence et sa capacité à évoluer sur d'autres compétences. Et c'est là-dessus où effectivement il faut beaucoup travailler, et ce qui m'amène effectivement à rebondir, puisque comme vous l'avez dit, nous sommes donc auprès des centres de gestion, à rebondir sur votre fonction. Aujourd'hui, votre fonction, effectivement, elle est sur ces compétences obligatoires, notamment le projet professionnel des agents, cette compétence obligatoire qui vous vient depuis peu et sur lequel il faut vraiment beaucoup capitaliser et travailler, faire du lien avec les OF, les organismes de formation locaux. Nous, pour la petite histoire, nous accompagnons des agents à faire des bacs pro, des licences pro, donc des formations diplômantes et qualifiantes pour les mettre sur les métiers qu'on a identifiés en tension, parce que vous l'avez dit, la GPEC, j'ai toujours entendu parler de la GPEC sans trop savoir ce que c'était, mais aujourd'hui, la GPEC, moi ça me parle, parce que les textes qui sont sortis notamment depuis 2014 avec l'entretien professionnel, donc qui a parlé de la fiche de poste, cette obligation d'avoir une fiche de poste quand on fait l'entretien avec la personne, donc savoir ce qu'il fait, la question du RIFSEP qui a été très intéressante aussi pour nous, puisqu'elle parle au moins d'une chose qui est indispensable pour moi, c'est l'individualisation de la rémunération, c'est pas un tabou.
quelqu'un qui travaille plus doit être rémunéré plus. Alors, à chaque fois, on me fait ce reproche en disant tu portes un discours politisé, mais pas du tout. Je veux dire, c'est du bon sens, quoi. Donc, effectivement, et le RIFSEP a amené cette question-là, notamment sur le CIA, mais pas seulement, sur effectivement, l'IFSE parle beaucoup d'expertise personnel, professionnel. Donc on l'entend effectivement qu'une personne sur des mêmes fonctions qui a plus d'expertise peut être rémunérée. Donc tout ça sont des outils effectivement, moi je trouve très intéressant et qu'il faut que vous en parliez parce qu'une petite commune, elle a les mêmes sujets que nous, grande collectivité, mais elle n'en a pas les ressources. Et donc c'est là effectivement où vous, les centres de gestion, vous avez une énorme plus-value, c'est apporter cette expertise qu'une collectivité de 500 habitants ou qu'une collectivité de 150 000 est confrontée, c'est-à-dire véritablement faire vivre ses effectifs, les accompagner sur les métiers en devenir et effectivement sécuriser toutes ces procédures-là, quoi. Je vous remercie. J'espère avoir pas été trop... Alors, non, pas du tout. Alors justement, Antoine de Menton, vous êtes président du centre de gestion de Haute-Savoie. Alors, justement, je voulais vous faire réagir à ce que vient de dire Nicolas Salvagno. Quelles sont les attentes? Est-ce que vous voyez évoluer les attentes des collectivités? Alors, sachant que vous êtes sur un territoire qui a pas mal évolué, hein, donc je voulais aussi que vous nous expliquiez un petit peu, que vous fassiez un petit état des lieux. Et après, effectivement, quelles sont les nouvelles attentes des collectivités auxquelles vous êtes confrontés et comment allez-vous y répondre? Merci. Oui, je crois qu'il faut resituer d'abord. En tout cas, moi, je voudrais resituer le centre de gestion qui viennent d'avoir 30 ans d'existence. Et pour avoir vécu toute cette période, moi, je suis président du centre de gestion de la Haute-Savoie depuis 1989. Et j'étais au conseil d'administration en 86. Donc, j'ai vécu toute cette évolution des centres de gestion liée aux différentes réformes territoriales que nous avons traversées et vécues, même si la plus importante est la dernière, en termes de conséquences et de réorganisation de notre territoire. Mais je dis souvent que nos centres de gestion, ils sont passés de la gestion des carrières, pour faire court, au service RH pour les collectivités. Donc il y a eu, au cours de ces années, sans qu'on s'en aperçoive forcément, mais une grande évolution due à des tas de facteurs. D'abord à la demande des élus qui ont, je dirais, beaucoup changé, notamment dans les petites communes, au niveau de leur parcours personnel, de leur parcours professionnel. Donc aujourd'hui, nos collègues élus de petites ou moyennes communes sont beaucoup plus demandeurs que ne l'étaient leurs prédécesseurs il y a encore 15 ans ou 20 ans. Évolution aussi de nos DGS, de nos DRH quand il y a une fonction DRH et un titulaire sur ce poste-là. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons, nous, centres de gestion, dû évoluer aussi pour continuer à assurer un service et à remplir à la fois nos obligations, mais également apporter des services à nos collectivités. Donc dans ce monde mouvement, en mouvement permanent, bouleversé, entre guillemets bouleversé, mais qui a profondément changé avec la dernière réforme territoriale, je crois que nos centres de gestion, alors il y avait deux solutions. Soit c'était de laisser la porte entrouverte à ceux qui voulaient venir, soit au contraire d'essayer d'être un peu offensif et d'essayer d'accompagner ces différentes mutations et d'être à l'écoute de nos collectivités. Alors c'est vrai qu'en Haute-Savoie, nous avons été particulièrement touchés ou impactés par cette réforme territoriale parce que je dis souvent, dans la nuit du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017, grand bouleversement sur le territoire de la ville d'Annecy. La ville d'Annecy a fusionné avec 5 autres collectivités du pourtour, dont en passant de 50 000 à 127 000, en gros 130 000 habitants en l'espace d'un instant. Pour nous, centre de gestion, c'était la disparition de communes affiliées, de communes importantes, trois communes de 20 000 ou un peu plus de 20 000 habitants, mais qui étaient en dessous du seuil de 350. Et puis deux autres, une de 15 000, 16 000 habitants et une de 8 000 habitants. Bref, en un instant, nous avons perdu 1/10 de nos pas adhérents, mais de nos agents dont nous suivions la carrière, etc.
Donc, parce que parallèlement, en même temps, il y a eu la création de Annecy Agglomération, dont le président est votre président. Annecy Agglomération, donc, c'était la transformation de la communauté d'agglo d'Annecy qui a absorbé les communautés de communes voisines. Donc, 1100 et quelques agents qui, en un instant, quittent ces communes du pourtour annécien pour entrer dans la ville nouvelle d'Annecy, et plus d'une centaine qui quittent les intercommunalités pour entrer dans la grande agglomération d'Annecy. Bref, en un instant, 1300 agents qui ne sont plus directement gérés par le centre de gestion. Alors, 10% de nos effectifs carrière CNRACL, 10% à peu près de nos recettes pour mes collègues présidents, mais pour les directrices et directeurs aussi, enfin mes collègues présidentes, pardon, et présidents, et pour les directrices et directeurs, 235 000 € de perte de recettes immédiates. Donc, tout ça, ça interroge le centre de gestion, le conseil d'administration, qui se voit aussi profondément bouleversé, puisque plusieurs élus de ces communes siégeaient au conseil d'administration et du jour au lendemain donc quittent le conseil d'administration. Mais au-delà de ça, donc des impacts et qui nous obligent à nous repositionner. Alors évidemment, on n'a pas attendu le 1er janvier pour réagir. On avait anticipé quand même, on savait depuis au moins un an que ces communes, en tout cas depuis une dizaine de mois, travaillaient sur la fusion. Et à partir du moment où la ville d'Annecy, la ville historique d'Annecy n'était pas adhérente, on imaginait bien que cette nouvelle ville d'Annecy, Annecy Ville Nouvelle, ne serait pas adhérente. Alors tout à l'heure, vous avez dit, monsieur le directeur, que c'était moins une question d'élu qu'une question de DGS. Enfin, vous ne l'avez pas dit, mais on en avait parlé avant. Je reste persuadé que la problématique, elle est plus là, qu'il fallait expliquer que cette fusion allait entraîner des économies. Et donc la première économie, c'était de pouvoir dire, vous voyez, on vous fait économiser 235 000 € de cotisation au centre de gestion. Bon, ça c'est le discours politique à l'instant T, qui pour autant est en train d'évoluer, parce que là aussi, aujourd'hui, nous voyons, non pas revenir en adhérents volontaires, non, pas du tout, en affiliés volontaires, non, mais nous sommes en train de développer des liens avec à la fois l'agglomération d'Annecy et également avec la ville nouvelle d'Annecy ou Annecy Ville Nouvelle. Le maire d'Annecy n'aime pas que je dise ville nouvelle, c'est une connotation qui ne lui plaît pas. Donc je dis Annecy, la nouvelle ville d'Annecy. Voilà. Et donc je pense que là aussi il y a des réflexions, des thématiques sur lesquelles on peut travailler. Nous avons mis en place, nous, au sein du centre de gestion, un club de réflexion et de proposition qui regroupe les plus grosses agglomérations du département de la Haute-Savoie, plus un certain nombre de communautés de communes qui ont accepté de venir travailler avec nous. Réflexion dont le point de départ est évidemment tout ce qui vient d'être dit, hein, ce qui a été présenté avant, ce qu'a redit notre président ce matin en nous accueillant, à la fois la reconfiguration territoriale, la transformation des métiers, il en a été question aussi, et la nécessité de s'adapter aux demandes, les évolutions statutaires à travers les textes, et également, on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'évolution de la pyramide des âges et un certain vieillissement des effectifs de la fonction publique territoriale. Donc c'est sur ces thématiques-là que nous travaillons ensemble, collectivités affiliées ou non affiliées, pour essayer de faire un certain nombre de propositions et de regarder ce que nous appelons les leviers de transformation. Alors, ça rejoint la réflexion sur la GPEC, parce qu'effectivement, en dehors des grandes collectivités, l'état d'avancement GPEC, ça a été dit aussi, dans les petites, voire moyennes collectivités, n'est pas très avancé. Réflexion aussi sur la thématique de repositionner la fonction RH, qui est souvent vécue comme étant une simple
la RH, c'est là où on pointe, entre guillemets, on déclare ses absences, ses congés, et puis c'est le service qui permet de transmettre aux finances les payes du mois, souvent vécu un peu comme ça, donc d'avoir une vraie réflexion sur la gestion du personnel et la fonction RH. Et puis, alors chez nous, c'est un peu nouveau, mais développer ce qu'on a appelé une approche territoriale, intercollectivité de l'emploi public et des mobilités. Il a été question tout à l'heure des mobilités. Je crois que c'est important aussi d'y réfléchir et sur ce thème-là, de réfléchir également sur les problématiques de reclassement. Je pense que le reclassement, je le dis souvent en commission de réforme, mais il ne faut pas qu'on attende que le dossier arrive en commission de réforme. Et nous savons pertinemment qu'un certain nombre de métiers sont plus sujets à problématiques que d'autres. Je pense aux ATSEM, parce qu'il en a été question tout à l'heure, je crois que Madame la Ministre en a parlé, mais il y a d'autres métiers aussi, à la collecte des ordures ménagères, les reapers notamment, sont plus... présentent plus de risques qu'un agent administratif. Et donc, ces problématiques de reclassement, je pense qu'on a aussi le devoir, mais c'est pas facile de dire à un de nos collègues élus, voilà, tes ATSEM, vu l'âge de tes ATSEM, il va falloir peut-être repenser au reclassement et ne pas attendre que la personne soit en arrêt et présente des pathologies ou autres qui nécessitent ce reclassement, qui est pas toujours, s'il n'a pas été préparé pour ces agents de catégorie C, c'est extrêmement difficile. Voilà un peu le contexte dans lequel nous travaillons aujourd'hui. C'est vrai que le reclassement est un sujet qui monte, qui devient une préoccupation de plus en plus forte pour les collectivités. Alors Jean-Robert Massimi, justement, je voulais un petit peu vous faire réagir à ce que vient de dire Antoine de Menton. Je crois qu'il a... Ces impératifs, en fait, de repositionnement, repositionner un petit peu l'approche GRH. Il a confirmé un peu ce que j'avais évoqué, c'est-à-dire que les sujets de demain, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas impactés par le contexte institutionnel, les restructurations ou les contraintes financières, mais les enjeux démographiques et de métier sont très très importants, d'autant qu'en même temps, et ça on ne le dit pas assez, il y a de la part de la population une exigence de plus en plus forte de qualité des services. On n'a pas employé encore le mot digitalisation ou ubérisation. Il y a une volonté de service extrêmement raffinée de nos jours qui nécessite effectivement des compétences de plus en plus fines de la part des collectivités et donc en deçà des collectivités, des centres de gestion. On n'a pas évoqué non plus en matière de GRH le paramètre formation, mais là aussi c'est un domaine qui est en train de bouger énormément. Et ce que je voulais dire, et je crois que ce que vient de dire M. de Menton est très important, c'est qu'effectivement on pourrait croire que depuis quelques années le grand patron c'est le directeur des finances. Remarquez, en France aussi, on a tendance à apprendre que le grand patron, c'est à Bercy qu'il se trouve. Et d'ailleurs, ceux qui sont à Bercy le croient aussi. Mais la vérité, c'est que la population ne s'y trompe pas en général. Elle est attentive au service public. Alors, évidemment, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas être attentif à l'endettement, au déficit, à tous ces sujets, mais au plan local, la qualité du service, l'adaptation de ce service est très importante. Et qu'on le veuille ou non, les communes et les départements, mais même les régions, sont des entreprises de main-d'œuvre. 75% d'agents de catégorie C, ça veut dire qu'il y a de la main-d'œuvre. Et que cette main-d'œuvre, on peut rationaliser les services, on peut rationaliser sa gestion, on peut rationaliser les recrutements, mais on ne pourra pas la réduire à l'infini. Parce que c'est toute une série, et le DRH de Nîmes l'a confirmé, c'est toute une série de métiers en termes de proximité, de service à la personne, qui ne sont pas digitalisables à l'infini.
de même que d'ailleurs dans l'hôpital. Alors comment allier, vous parliez de montée en qualité des services, voire d'une demande de services raffinés de la part de la, de la population. Raffiné, je veux dire, de qualité. Comment allier en C'est fait pas le- justement une plus grande qualité avec quelque part des impératifs de rationalisation auxquels ne peuvent pas couper finalement certaines collectivités? Je crois qu'effectivement, la solution, les éléments de solution, parce qu'il n'y a pas une solution, c'est effectivement la formation et la qualité du recrutement, d'où à nouveau le problème des RH. C'est-à-dire que la gestion prévisionnelle, c'est pas uniquement une gestion quantitative, il y a tant de gens qui vont partir à la retraite, combien on en recrutera à la place, mais c'est quel type de service, de quel type de service on aura besoin demain. Donc, j'allais dire, il y a la qualité du recrutement, c'est aussi la qualité de la prospective territoriale. Et je pense que la GRH devrait aussi réfléchir sur l'évolution de l'urbanisme, de la démographie, quel type de population arrive, quel type de services on aura besoin avec le vieillissement de la population, ou au contraire, tel ou tel. On entendait le maire de Bordeaux il y a quelques semaines ou quelques mois disant qu'avec l'arrivée du TGV, il était obligé d'ouvrir de nouvelles crèches parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont s'installer à Bordeaux. Ça, c'est un élément de la GPEC, nécessairement. Complètement, Donc la GPEC couvre, j'allais dire, pas seulement la GRH au plan technique, mais la gestion territoriale de la projection de la collectivité. Nicolas Savagnin? Oui, moi je dirais qu'on est dans un nouveau paradigme. Il y a des fois des mots qui nous prêtent à sourire. Là, on entend de plus en plus dire disruption, d'avoir des politiques disruptives, mais au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'on veut dire? Même dans ces démarches, on va dire dites de learn, dislearn, relearn, c'est-à-dire apprendre, désapprendre, réapprendre. C'est qu'il faut se remettre à réfléchir au service public, et le service public autrement, parce que l'environnement de consommation de services publics, il a évolué. On parlait d'administrés, on a parlé d'usagers. Maintenant, je n'ai pas peur de dire que ce sont des clients. Et ce sont des clients qui viennent consommer du service public comme toute autre prestation. Donc, effectivement, il faut penser le service public au regard des besoins de ce client. Ça peut choquer, mais je pense sincèrement qu'on est face à ça. Et les questions qu'on voit dans le secteur marchand, telles que ce qu'on appelle les CRM ou les GRC, les gestions en relation client, avec ce lien, on va dire, qui n'est pas que dans la satisfaction du client à un instant T, mais dans le suivi de ses besoins, est indispensable et amènera effectivement une réorganisation profonde de nos structures. Moi, je fais souvent un parallèle avec les collectivités et ce que la Poste est devenue. C'est-à-dire que quand vous regardez en 15-20 ans ce qu'un postier est devenu, c'est impressionnant, quoi. C'est-à-dire que maintenant, le postier, il vous vend des services bancaires. Quand il vous donne la lettre, il vous fait de la gestion du conseil financier, il vous fait plein de choses. Et effectivement, ce métier a considérablement évolué. Et c'est une réflexion qu'il va falloir avoir aussi avec nos agents de terrain par rapport aux services publics, surtout en zone rurale. Quels services publics ils vont apporter? Et je pense qu'il y a vraiment une refonte globale de réflexion de l'organisation de nos structures qui est indispensable. Et j'en reviens sur les centres de gestion parce que cette fonction que vous avez en conseil en organisation qui commence à se construire, moi je pense que là vous avez une carte à jouer. Et même auprès des grosses collectivités. Faire appel à des gros cabinets, même pour la ville de Nîmes, des fois le retour, on va dire, retour sur investissement, il est très très faible. Parce qu'effectivement, j'ai des gens qui n'ont pas cette culture territoriale, ils viennent pour nous aider parce que c'est toujours intéressant d'avoir un regard neuf. On ne peut pas faire des réorganisations profondes toutes seules. Il faut toujours avoir une personne externe pour, notamment avec les organisations syndicales, pacifier les choses. Et j'en discutais avec mes équipes il n'y a pas très longtemps. Je me disais, mais si on a vu ce conseil en organisation en local par un centre de gestion et tout, on aurait pu y faire appel dans le cas d'une prestation et effectivement, nous, se dédouaner dans le sens où c'était un prestataire externe, mais c'était pas un prestataire lambda, c'était aussi quelqu'un qui avait une expertise, une connaissance du territoire, gardois pour pas le nommer, une connaissance du territoire qui pouvait nous accompagner à la structure. Et ça, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à jouer de votre côté, comme du nôtre bien évidemment, sur cet accompagnement du service public et ces nouvelles
forme de construction de services publics, quoi. Parce qu'on va vraiment aller, moi j'en suis certain, sur une refonte profonde comme on a eu à la Poste sur ce métier, on va dire le fonctionnaire territorial du quotidien. Il va être à multicasquette, il va répondre à plusieurs services, quoi. Françoise Descamps-Cronier. Oui, c'est effectivement à la fois penser avec l'approche qualitative, tant sur la question de quel service public, avec l'approche territoriale et l'approche temporelle aussi, hein, parce que je crois que la question des temps est aussi important dans la réflexion qu'on doit avoir sur l'action publique et donc notamment, par exemple, l'adaptation des services publics au temps des utilisateurs, des usagers, etc. Mais je voulais reprendre ce qui était dit tout à l'heure sur la question, et Nicolas Salvagno le disait dans sa première intervention, pendant 42 ans, on ne va pas faire le même emploi. Et donc, ça veut dire aussi qu'à partir du moment où on n'aura pas les mêmes emplois, eh bien, il faut effectivement avoir une formation tout au long de la vie et faire en sorte que ce soit un axe véritablement de la GRH. Et pour éviter d'en arriver aux problématiques de reclassement, qui est toujours un problème quand on en arrive là, eh bien, essayer effectivement de penser avec des bilans de compétences dans les métiers qui sont les plus à risque, mais bien en amont du problème physique difficile qui arrive, et donc d'avoir une appréhension finalement de la personne, de l'agent dans son métier, et d'avoir... on parle de fonction publique de carrière, parce qu'on n'est plus dans une fonction publique d'emploi, mais de carrière. Eh bien, il faut penser la carrière des agents dans leur globalité, et de façon à la fois collective par rapport à l'action publique, mais aussi individuelle, en pensant à chaque agent individuellement. Et donc ça, c'est vraiment un objet important de GRH, parce que, et je dirais même que c'est quasiment au centre, parce que je disais tout à l'heure dans mon intervention qu'il faut être vigilant dans les périodes, notamment encore plus d'instabilité institutionnelle, territoriale, etc., eh bien, à la façon dont le vivent les agents. Parce que c'est plus compliqué. Bon, j'ai vu encore récemment les études sur l'absentéisme, aussi liées par rapport aux jours de carence. En fait, il y a plein d'études en ce moment et tout. Voilà. Et donc, il faut véritablement penser, non pas simplement en termes d'absentéisme, mais en termes de confort en même temps. Je ne sais pas si c'est le terme adéquat, mais de confort des agents dans leur exercice professionnel. Parce que des agents qui sont effectivement, je ne sais pas bisounours, mais épanouis dans leur travail, je sais bien qu'il y a des boulots qui sont plus difficiles que d'autres, plus pénibles que d'autres, eh bien, ça donne un service public mieux rendu aussi. Hein. C'est aussi gagnant-gagnant pour les employeurs. Donc, faire attention aux agents collectivement et aux agents individuellement, eh bien, c'est aussi important. Moi, j'avais l'habitude de dire il y a déjà longtemps qu'il y a deux piliers importants dans nos collectivités. Il y a les finances, bien sûr, parce que voilà, mais qui deviennent très contraintes, etc. Et puis il y a un autre pilier que sont les ressources humaines. Et si on pense plus de façon qualitative, ça n'empêche pas de ne pas perdre de vue non plus l'aspect des coûts, l'aspect de l'utilisation des deniers publics, mais de penser de façon qualitative, ça amène à penser la politique locale et l'action publique locale complètement autrement. Donc c'est aussi une remise en cause de la façon dont on pense, et c'est pas simplement avoir pensé d'abord réduction des coûts, réduction des coûts, mais c'est repenser, parce que des fois c'est à court terme, mais à moyen et long terme, finalement on dépense plus. Donc c'est pour ça que j'aime à parler d'approche globale à chaque fois, non pas pour ne pas rentrer dans les détails, parce qu'il faut toujours après décliner de façon très détaillée, mais on a en même temps un fil rouge qui est un peu l'axe de la politique locale que les élus se sont choisis. Et donc là, je pense que les centres de gestion ont, et le terme d'accompagnement est important et intéressant, ont une capacité d'accompagner au plus près dans la proximité,
et en même temps dans l'amélioration de l'efficience, de l'efficacité. Et ce qui permet ensuite aux collectivités de se recentrer sur la mission d'action publique mieux, parce qu'à partir du moment où on est bien accompagné, on se recentre sur l'essentiel. Et donc, finalement, sans en perdre de vue, mais chacun a son boulot en même temps. Ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse de ce qui sera fait, mais autrement. Alors justement, Antoine de Menton, Nicolas Salvaillot dit que vous aviez une carte à jouer en évoquant le conseil en organisation. Françoise Descamps-Cronier, évoquait l'amélioration de l'efficience. Comment vous réagissez? Oui, je vais revenir au centre de gestion. Je pense qu'effectivement, les centres de gestion sont positionnés et doivent se positionner en tant que, une expression que j'aime bien, que beaucoup d'entre nous utilisent, de tiers de confiance. Tiers de confiance à la fois pour les collectivités affiliées, tiers de confiance également pour les non-affiliés, tiers de confiance aussi pour, je dirais, les pouvoirs publics et notamment les services de l'État. Et c'est ce rôle-là qui me paraît aujourd'hui absolument prépondérant et très important, de positionner chacun de nos centres de gestion de cette façon-là et de façon à pouvoir répondre aux questionnements, aux interrogations et à accompagner les collectivités, à la fois dans cette démarche que nous avons lancée, ce club de réflexion sur la fonction RH qui est ouvert aux collectivités, vous l'avez compris, non affiliées dans notre département, puisqu'il y a également, je ne l'ai pas cité, j'aurais dû, le département de la Haute-Savoie, qui fait partie de ce club de réflexion. Et donc, c'est vraiment le tiers de confiance. Et ce travail également de positionnement de nos centres de gestion, alors j'anticipe peut-être, Monsieur le Président, sur cet après-midi, mais enfin, une des réponses, alors ce n'est pas la réponse, mais c'est une des réponses. Et dans l'organisation territoriale, il y a un certain nombre d'années, nous avons mis en place nos centres coordonnateurs. La réforme territoriale est passée par là, et aujourd'hui, pour prendre notre région, grande région Auvergne-Rhône-Alpes, mais nous avions anticipé, puisque les 8 départements de Rhône-Alpes et les 4 départements d'Auvergne avaient l'habitude, au niveau des centres de gestion, de travailler ensemble, tant au niveau de nos directrices, directeurs que de nos présidentes et présidents. Et donc, en fait, la prise en compte de la nouvelle dimension régionale était assez évidente pour nous. Mais là aussi, des réflexions qui sont en cours, dont certaines sont actées à travers la charte régionale que nous avons signée entre les 12 centres de gestion. Ça, on en parlera également. Voilà, je pense qu'on est plus sur cet après-midi, mais ça fait partie aussi pour moi aujourd'hui des points de travail, de réflexion et de travail que nous devons avoir pour positionner nos centres de gestion. Merci. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut réagir ou poser une question sur ce qui vient d'être dit? Allez-y, je peux. Michel Beuvry, je suis directrice du centre de gestion de la Somme. 1000 collectivités affiliées. Moi, je suis bien contente qu'il y ait des regroupements de communautés de communes. J'en avais 28. Et je vous assure que moi, je n'ai qu'une envie, c'est que les communautés de communes deviennent de vrais outils RH pour les collectivités qui dépendent d'elles. Non pas parce que je veux la mort des centres de gestion, parce que mais moi, ça me permet de faire un vrai travail auprès des directions des ressources humaines des communautés de communes qui, elles, ont des difficultés à travailler avec les communes de leur périmètre, qui ne veulent pas de services communs, qui ne veulent pas mettre ensemble des services qui pourraient être mutualisés, parce que chaque commune veut garder son précaré avec son bout d'agent, tiers-temps, demi-temps, sans possibilité de travailler en commun. Et moi, je ne demande qu'une chose, c'est que ces communautés de communes-là, elles puissent réellement travailler sur leur périmètre, à la fois sur leurs services, mais à la fois sur les services communs avec les communes. Parce que nous, depuis plusieurs années, notre travail à nous, c'est de dire aux communautés de communes, vous avez des difficultés, nous, on va vous accompagner, justement pour dépasser cette difficulté que vous avez. Et nous, en échange, on parlait de tiers de confiance, on devient un outil à votre disposition. C'est-à-dire que presque, on pourrait vous transférer certaines de nos compétences
qui sont des compétences obligatoires, comme la gestion d'une carrière, mais tout en vous accompagnant et en professionnalisant les gens et en restant un tiers de référence pour vous. Et à mon avis, c'est comme ça qu'on va y arriver. Parce que là, on n'avait que des communautés de communes, bien sûr, qui étaient adhérentes à titre obligatoire. Là, on en a 2 qui vont dépasser le seuil des 350. Et quand je vais les voir pour leur dire « Est-ce que vous envisagez ?» Pas du tout. Nous, on a besoin de vous. Jusqu'à présent, on a toujours très bien travaillé avec vous. C'est vrai. Et moi, je leur dis « Et nous, on a aussi besoin de vous. » Et je pense que c'est en établissant une relation sur ces bases-là qu'on réussit à fidéliser les communautés de communes. Enfin, ceux qui passent le seuil. Mais bon, peut-être que c'est lié à vos territoires. Hein. Moi, forcément, gérer 900 collectivités ou presque 1000 collectivités, on ne peut pas faire du bon boulot. C'est pas possible. Se taper 1000 délits de RICEP, c'est... enfin voilà, c'est complètement aberrant, quoi. Donc à un moment, il faut aussi peut-être qu'on y réfléchisse sur cet aspect-là. Je vous remercie. Pablo Sanchez, vous voulez... Je voulais juste rebondir sur le cas d'Annecy. Évidemment, j'ai pas de parole politique à porter, mais notre président délégué à la DCF, c'est Loïc Corré, que vous connaissez aussi très bien à la FNCDG au sein des centres de gestion. Et on est, comme Madame vient de le dire, à la DCF, on est très attentif au fait que les évolutions de périmètre de communauté ne remettent pas en cause ces outils de mutualisation et surtout de solidarité que sont les centres de gestion sur ces questions de RH. Voilà. Merci. Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait intervenir tout à l'heure. Non ? Pas de questions ? Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce qui vient d'être dit justement ? On l'a déjà évoqué sur les intercommunalités, voilà, qui peuvent avoir besoin de... dire, Madame de la Somme, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, directrice de la Somme, je crois que ça résume bien l'évolution qu'on connaît depuis quelques années des centres de gestion, qui au fond étaient un appui purement technique, les délibérations, les arrêtés, à vraiment un accompagnement stratégique. Et là, il y a quand même un mouvement qualitatif qui au début a peut-être fait peur et qui maintenant est acquis. Alors évidemment, ce mouvement qualitatif pose 2-3 questions en matière de périmètre pertinent. Est-ce que c'est le département? Est-ce que c'est la région? Mais je serais tenté de dire le fait que maintenant il y ait des très grandes régions a d'une certaine manière répondu. Entre ces grandes régions et la commune, il faut bien un niveau intermédiaire. Et après tout, le département existant, ça peut être le bon niveau, ce qui n'empêche pas que sur certaines fonctions, il y ait des regroupements interdépartementaux. Et d'autre part, tout cet accompagnement stratégique est très important. J'évoquais avec mon voisin l'analogie, et c'est vraiment, prenez-le comme analogie avec toutes les guillemets qui s'imposent. Auprès des grandes collectivités, il y a des agences d'urbanisme qui ont pour fonction non pas de faire le travail des documents d'urbanisme, le travail très technique qu'accomplissent ces agglomérations, mais d'appui stratégique, de prospective, de réflexion sur le territoire. Et je crois que les centres de gestion doivent devenir les agences d'urbanisme de la fonction RH. Et M. de Menton parlait de ce club. Je crois que cette fonction de club, entre guillemets, avec conseil sur l'organisation, réflexion collective, est très très importante dans les années à venir. Vous serez de moins en moins sur la phase appui technique et de plus en plus sur la phase accompagnement stratégique. Alors après, est-ce que les compétences que vous donne la loi permettent cela? Ça, c'est un autre débat. Mais j'allais dire, s'il y a un accord entre tous les présidents pour réfléchir ensemble, après tout, c'est déjà pas mal. On le voit aussi avec la déontologie. On évoquait tout à l'heure la loi déontologie, qui de fait, voilà, font un petit peu sortir les centres de gestion justement du simple appui technique. Stéphane Bruno, je voulais éventuellement vous faire un petit peu vous demander ce que vous pensez de ce que vient de dire Jean-Robert Massine quand il dit les centres de gestion doivent devenir finalement les agents d'urbanisme des collectivités. Les analogies sont toujours risquées. Pour avoir travaillé un peu sur l'urbanisme, je me risquerais
risquerait peut-être pas la même, mais ce que je retiens, c'est que il y a un ensemble qui regroupe le conseil en organisation, la formation, le reclassement, et tout ça, ça va dans un contexte budgétaire contraint, en fait. Alors moi, je l'ai connu, je parle d'une expérience plus personnelle, je suis agent de l'État, donc je l'ai connu dans différents services. Quand on cesse d'augmenter les effectifs de façon continue, on est obligé de s'intéresser à des agents dont on se disait, bon, ben voilà, on n'arrive pas trop à leur faire autre chose, ou on ne se posait pas de questions sur la productivité de certains agents, ou alors tout simplement leur adéquation à leur poste. Et on est obligé de changer d'attitude, et on le voit quand on entre dans un contexte budgétaire beaucoup plus contraint. Alors, je l'ai connu dans les préfectures. Au début, on se disait ça va être une catastrophe. Voilà, enfin, tout le monde pensait que ça va être une catastrophe. On perd des missions, on perdait des agents, on perdait des missions. Les deux vont pas forcément à la même vitesse. Et donc, on voit pas comment on va faire. Et finalement, on se rend compte que eh bien, il y a des agents qui, avec une formation, qui, en leur trouvant un autre poste, s'épanouissent, se révèlent. Eux vont mieux, la structure arrive à fonctionner avec une modification de l'organisation. Et ça, c'est le rôle du conseil en organisation, qui est un vrai métier qu'on n'a pas spontanément dans une administration. On peut réformer, on peut organiser mieux le service, pas forcément avec plus de moyens. Je vais prendre l'exemple des titres. La délivrance des titres, c'est un très gros sujet pour les préfectures. Ça a été un grand bouleversement. Ça a été compliqué parfois à mettre en place. Je ne suis pas sûr qu'au final, je pense même qu'au final, le service aux citoyens s'est souvent amélioré. Alors il y a eu des phases compliquées, des phases difficiles, où il a fallu gérer des applications informatiques, etc. Mais est-ce que, voilà, on arrive aussi à améliorer le service avec des considérations de maîtrise des coûts. Et pour ça, on a bien besoin d'un appui en organisation. Alors, c'est vrai que les appuis un peu extérieurs, c'est une expérience qu'on a aussi au sein de l'État, ne fonctionnent pas toujours. Voilà. Le consultant qui vous vend des PowerPoint tout fait, ça ne marche pas toujours, ou alors ils sont presque à demeure, ce qui pose une autre question. Alors tout ça dans le respect des règles de concurrence, mais on peut offrir ce type de service en interne ou au sein des centres de gestion, je pense. Je vous remercie. Nous avons une intervention. Oui, Michel Bachard, président du centre de gestion de la Côte d'Or. Je ne suis pas mécontent de venir ce matin parce qu'on a évolué en sémantique. On parle maintenant de régulation budgétaire et non plus d'évolution budgétaire. Je ne voudrais pas non plus qu'on aille dans l'évolution sémantique du DRH de Nîmes et parler de clients alors que nous avons des usagers, des citoyens usagers. Et même si on peut travailler sur comment on peut faire travailler les agents. Et puis, on va parler cet après-midi d'évolution de centre de gestion. Je ne voudrais pas qu'on creuse non plus la tombe dans laquelle on pourrait nous emmener. À force de déléguer à des communautés de communes, etc., on va nous prendre pour une agence, et vous savez ce que les agences durent. Donc voilà ma réflexion à partir des différents éléments de ce matin. Mais je n'ai pas d'inquiétude, nous sommes effectivement, nous faisons tous dans nos départements un travail exemplaire. Nous avons tous nous sommes tous dans des coopérations interrégionales qui sont là aussi anticipatrices, puisque comme Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne, la Franche-Comté, l'Alsace, etc., on était déjà ensemble avant. Donc on a plutôt été anticipateurs, je trouve, des centres de gestion, et il ne faut pas qu'on perde cette anticipation. Merci beaucoup. Nous poursuivrons justement ce débat-là cet après-midi.